C'est bien. Ah, bah voilà. Bonsoir à tous. Est-ce que je suis suffisamment proche du micro? Tout va bien, c'est parfait. Alors allons-y. Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir pour cette dernière conférence de l'année 2023 et dernière conférence proposée dans le cadre de l'exposition Goûter le monde, le banquet des merveilles. Et donc ce soir, on va parler de très belles merveilles de la nature. On va parler d'un insecte que vous avez sous les yeux, l'abeille noire. Voilà. Et on pourra même, à la fin de cette soirée conférence, déguster une des créations proposées par cette abeille noire, donc, et par monsieur, que je vais vous présenter, de l'hydromel brut. Voilà. Et donc, ce que je vous proposerai, c'est que si vous souhaitez poser des questions, on le fasse autour d'un verre de l'amitié, donc une boisson pétillante qui, pour une fois, ne sera pas du champagne, mais de l'hydromel. Donc, je suis ravie d'accueillir ce soir Yves Elie, qui est un des auteurs du livre qui accompagne l'exposition Goûter le monde. Voilà. Si vous étiez présent le mois dernier, vous aviez pu écouter deux autres auteurs de cet ouvrage, Benjamin Loyauté, co-commissaire de l'exposition, et Jean-Louis Gaillemin. Voilà. J'étais également intervenue pour une conférence en octobre pour parler d'une autre thématique de l'exposition. Et donc, ce soir, nous recevons un autre auteur de cet ouvrage, Yves Elie, qui va donc nous parler de cette abeille noire. Et en effet, pourquoi parler de l'abeille? Pourquoi parler d'hydromel? Si vous avez visité cette exposition, vous avez pu voir qu'elle était rythmée par de nombreuses figures animales, et notamment par des abeilles, puisque nous présentons, par exemple, un très joli vase d'Émile Gallet, qui nous a été prêté par le musée de l'école de Nancy, un très beau vase que nous avons admiré tout à l'heure, réalisé par un artiste contemporain, Thomas Libertini, qui est une co-réalisation avec donc des abeilles, et puis un bal, le ballet des abeilles, une gravure présentée dans l'exposition. Et c'est à partir de cette gravure, ce ballet des abeilles, donc qui était en fait une réception proposée par l'impératrice Eugénie en février 1863. Un ballet, on en reparlera tout à l'heure. C'est à partir de cette gravure présentée dans l'exposition qu'Yves Elie, dans cet ouvrage, nous propose une réflexion justement autour de la danse, de la chorégraphie de ces jeunes femmes et bien sûr de l'abeille noire. Donc je vous ai convié pour parler de cette abeille, une abeille endémique, une abeille installée ici dans l'Europe de l'Ouest depuis très longtemps, qui a résisté à énormément de périls, mais qui malheureusement depuis quelques décennies, on va bien sûr revenir en détail sur cette question et cette problématique, qui malheureusement est très très menacée depuis une quarantaine d'années. Donc c'est l'objet de cet ouvrage, voilà, que je voulais également vous présenter tout de suite, qui est un ouvrage merveilleux, on va en parler bien en détail, qui est proposé par Actes Sud, La vallée de l'abeille noire, et donc un ouvrage d'Yves Elie. Alors, avant de parler de l'abeille et de l'ouvrage, quelques mots quand même sur votre parcours. Alors, je pense comme beaucoup de personnes qui se trouvent ici, et d'abord, merci de cette invitation à venir parmi vous dans ce lieu magnifique. Je suis sensible au charme de la nature, des animaux, des végétaux. Bon, c'est un peu une passion partagée par beaucoup aussi de créateurs de l'exposition. Et forcément, l'abeille occupe une place centrale dans ce qu'on appelle les écosystèmes, qu'on pourrait appeler aussi en d'autres termes la création. Et elle est très liée à la fois à la terre et aussi au ciel, puisque c'est un animal solaire. C'est aussi peut-être de ce fait... Et c'est peut-être de ce fait aussi, cet aspect solaire, qu'on retrouve chez elle des brillances. Vous voyez là sur les ailes,
qui sont particulièrement brillantes avec cet éclairage, mais également sur le corps même de cette abeille noire, qui donc, comme vous venez de le dire, est un animal sauvage, endémique, c'est-à-dire sauvage de la faune européenne. C'est plus exactement de l'Europe du nord-ouest qui va on va dire, du sud de la France jusqu'à l'Irlande, comme un éventail qui monte vers l'Écosse et jusqu'en Scandinavie et même en Pologne, et qui englobait autrefois l'Allemagne. Animal sauvage, en voie de disparition, comme beaucoup malheureusement sur la planète en ce moment. On est tous au courant de ce phénomène, du fait du développement intensif des activités humaines et de la modification par l'homme des milieux, via entre autres les pratiques agricoles. Et là, c'est justement l'aspect merveilleux aussi de cet animal, c'est qu'il est véritablement à l'interaction, il est un peu le lien entre la faune sauvage et la société humaine, puisque c'est un animal sauvage qui est aussi élevé par l'homme. C'est-à-dire qu'on va avoir un lien très, très vivant, très fort, et qui rejoint la thématique du banquet, puisque dans les banquets, de temps immémorial, il y a toujours eu, y compris chez nos ancêtres, les Celtes et les Grecs, le miel et aussi l'hydromel. L'hydromel qui est une boisson qui a disparu un peu de notable, mais qui, dans l'Antiquité jusqu'au X-XIe siècle et dans des pays de l'Est beaucoup plus tardivement, était très présente. Notamment, et c'est là qu'on rejoint le champagne un peu, ce n'était pas une boisson ordinaire. C'était une boisson réservée aux événements festifs, aux sacres, aux mariages, aux fêtes. Et vous allez être peut-être surpris d'apprendre que c'est l'origine du mot lune de miel. Chez les Celtes, on donnait aux jeunes mariés de quoi procéder à des libations vigoureuses pendant toute une lune. Ils partaient dans la forêt, cette tradition du voyage de noces est fort antique, d'isolement des amoureux, et cet isolement était accompagné d'une quantité remarquable d'hydromel. Et c'est pourquoi vous avez cette expression lune de miel, qui existe aussi en anglais. Ce n'est pas directement lié au miel, mais à cet ouvrage, cette création humaine qu'est l'hydromel, la boisson alcoolisée, qui finalement est une élaboration, une transformation de la matière. Et là, on rejoint bien sûr l'activité artistique qui, elle aussi, à sa manière, est une transformation de la matière, voire avec la complicité des animaux, comme dans ce vase qui figure dans l'exposition, qui a été retravaillé par les abeilles. Donc c'est une action, en fait, une transformation de la matière qui est typiquement aussi alchimique, l'hydromel, puisque les abeilles, le travail des abeilles consiste beaucoup, pour obtenir le miel, à collecter du nectar qui est liquide et à l'évaporer. Elle le transforme également avec des enzymes, elle le modifie, mais aussi il y a cette action qui est très importante d'assèchement du liquide, de transformation du liquide en solide. Et quand on fait l'hydromel, en fait, on fait le chemin inverse, on va diluer le miel dans de l'eau. C'est exactement la démarche alchimique qui consiste à concentrer puis à diluer. Bon, ça c'est une petite parenthèse, puisque l'alchimie est un art, considéré aussi comme un art, et que la cuisine également. Et les abeilles, à leur manière, c'est ce que je raconte un peu dans ce livre, entre autres, sont des cuisinières extraordinaires, qui n'utilisent pas le feu, mais qui utilisent ce qu'on appelle des enzymes, plus exactement une qui s'appelle l'invertase, qui va transformer les sucres. Revenons-en un peu aux caractéristiques de cet animal sauvage. Il n'a pas existé de toute éternité sur l'espace actuel de la France. C'est une création des dernières grandes glaciations. Alors, c'est une époque qui remonte entre moins 1 million d'années et moins 20 000 ans, période donc de bouleversement climatique
très violents qui font que, autant que je me souvienne, la région d'Épernay devait être un peu l'équivalent de la banquise, hein. Ça a vu là aussi la disparition de pas mal d'animaux dont on trouve des fossiles, mais qui ont disparu, entre autres le rhinocéros laineux, qui habitait nos contrées du nord de la France et de Belgique, et qui a disparu. Et donc les abeilles et les insectes plus généralement, et également les hommes, à cette période-là, ont fait ce qu'ils pouvaient pour fuir le froid. Ils se sont réfugiés vers le sud, c'était la seule chose qu'ils pouvaient faire, il faisait légèrement plus chaud. Et ils se sont concentrés essentiellement dans une zone qu'on peut appeler refuge, qui était le sud-ouest, les bords de la Dordogne, où, comme par hasard, on a trouvé aussi de merveilleuses peintures rupestres de cette époque, caverne de Lascaux. C'est à peu près cette période-là. La plus récente de cette glaciation étant moins 20 000 ans. Voilà. On est à peu près dans ce contexte où les insectes se sont réfugiés ont fui le froid, se sont réfugiés dans le sud de la France, et là ils sont soumis à ce qu'on appelle un stress, un filtre évolutif en biologie. Ça veut dire des épreuves terribles, et seules certaines populations ont été capables de s'adapter. Et parmi les abeilles mellifères, ce furent les ancêtres de ces abeilles noires qui ont survécu et qui, à partir de là, ont été les seuls à pouvoir se pérenniser sur ce territoire. Et lorsque le climat s'est réchauffé, elles ont colonisé tout cet espace sud-ouest européen en forme d'éventail, comme un éventail qui se déploie avec le réchauffement climatique. L'espèce a recolonisé vers le nord ce territoire nord-ouest européen. Cette abeille a vécu donc une histoire très riche de coévolution avec notre espèce humaine pendant des siècles, et on peut dire des millénaires. Ma femme se fiche toujours de moi quand je dis des siècles et des millénaires. J'adore cette formule, excusez-moi, je la rabâche souvent, mais c'est véritablement vrai, c'est la vraie vérité. Il y a eu une intimité de l'abeille noire et des hommes pendant des siècles et des millénaires. Et c'est attesté notamment par des écrits de Grégoire de Tours au 5e siècle, qui était à la fois un évêque de Tours, donc, mais qui était aussi un fin observateur de la vie de son diocèse, et qui a noté toutes sortes de choses intéressantes, notamment relatives à l'apiculture. Il nous dit: les paysans vont dans la forêt chercher des abeilles et les installent près de leur domicile. Alors, c'est une phrase qui paraît anodine, mais qui en fait est riche de sens. D'abord, elle nous renseigne sur le fait que cette abeille existe à l'état sauvage dans les forêts, dans ce qui est notre territoire au 5e siècle, et que les hommes ont cette pratique d'aller chercher ces animaux pour les installer près de leur domicile. Et là, je vais vous montrer ce que ça a donné dans nos montagnes des Cévennes. Voilà, c'est ce qu'on appelle dans l'ethnozoologie contemporaine la domicialisation. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un processus de domestication qui inclut le contrôle de la reproduction des animaux et la canalisation de l'espèce à des fins précises de l'espèce humaine, mais on est dans une espèce d'alliance entre une espèce animale sauvage et l'être humain. Et c'est très, très intéressant aujourd'hui à étudier, à explorer, dans un monde où on se rend compte qu'on est allé beaucoup trop loin dans notre capacité à servir les animaux, et où il nous faut retrouver une dynamique qui soit plus porteuse d'avenir. Pour le bien-être des êtres humains, mais pour le bien-être aussi des animaux et de la planète. Alors, dans ce type de ruche, on est très proche de ce que les abeilles ont pu faire avec le vase du sculpteur exposé dans l'exposition Le Banquet des Merveilles.
ce sont des créations qui obéissent à la logique de l'espèce et qui, en même temps, sont extrêmement esthétiques. Et tout de suite, je pense que vous avez vu un peu l'aspect aussi esthétique de ces ruches disposées en étage et qui sont composées à partir des matériaux du lieu. Et on retrouve à l'intérieur, au niveau de la vie des abeilles aussi, l'expression d'une esthétique dans cette création spontanée. Là, ce sont des rayons, en fait, tels que les abeilles les font pour elles-mêmes. Ailleurs, il y a des choses là-dedans qui sont en fait purement fonctionnelles. De même que dans nos architectures humaines, il faut considérer la fonction des bâtiments, ce qu'on doit y faire, ce qu'on doit y vivre. Et en fait, c'est très ordonné. Il y a des couloirs de circulation qui permettent à deux abeilles de se croiser. La distance est déterminée tout simplement par la dimension des abeilles. Et les fameuses alvéoles, qui pendant des siècles ont fasciné les philosophes et les théologiens, qui ont vu l'expression de la divinité. D'un point de vue shintoïste, il n'y a pas de problème, c'est l'expression de la divinité, puisque le shintoïsme considère que la nature est l'expression de la divinité. Mais en réalité, les savants modernes nous ont dit, l'expliquent à leur manière à eux, qui n'est pas du tout théologique, bien sûr, et ils mettent en évidence que c'est la plasticité du matériau, la cire, qui chauffée à une certaine température a des propriétés extraordinaires qu'ont également des bulles de savon. Si vous rapprochez deux bulles de savon, ça forme une surface plane. C'est un phénomène physique. Et si vous rapprochez 6 bulles de savon et une autre bulle de savon au milieu, ça va faire un hexagone parfait. Et en fait, c'est ce qui se passe avec la cire. Et la dimension, c'est tout simplement la dimension, le diamètre du corps de l'abeille. Cette architecture fascinante est en fait 100% biologique. Un peu, on en revient toujours au vase de ce sculpteur exposé. Mais voilà. Donc il y a véritablement une merveilleuse créativité artistique, on peut dire. Si par art, on entend transformation de la matière et sublimation de la matière. Alors nous, êtres humains, la sublimons par la photographie, la littérature, la sculpture, mais les abeilles la subliment par l'architecture, finalement. Alors, voilà un ensemble de ruches creusées dans les troncs de châtaigniers. Dans d'autres contrées méditerranéennes, elles sont creusées on utilise le chêne-liège, par exemple au Portugal, ou sans aller aussi loin dans l'Estérel, où il y a autrefois pas mal de chêne-liège, et le schiste environnant. Alors, si les Cévennes, c'est extrêmement complexe. L'étymologie de Cévennes, c'est Cébena, c'est l'oignon, en fait. Vous savez que l'oignon a des différentes peaux imbriquées les unes dans les autres. Eh bien, les montagnes des Cévennes, qui sont des collines un peu élevées, c'est exactement ça. C'est ces déplissements qui s'emboîtent les uns dans les autres, avec beaucoup de diversité géologique, qui fait qu'il peut y avoir des variantes dans cette architecture. Parfois, on utilise le granit lorsqu'il n'y a pas de schiste. Mais ce qui est intéressant, c'est ce processus de domicilialisation des abeilles. Près de l'habitat humain, à proximité immédiate du rucher, il y a une ferme. Et parfois, le rucher est même une pièce de la ferme. Il y a le four à pain, un mur, une petite porte, et hop, comme on change de pièce ici, on bascule dans le rucher. Il y a cette intimité, cette proximité. Très souvent aussi, le rucher, ça c'est très intéressant, est intégré au jardin potager. Et dans lequel jardin potager, histoire des religions oblige, on enterre également les défunts. Donc, on a cette imbrication de la mémoire des défunts, des tombes, du potager, de ce qui maintient les vivants en vie, qui contribue grandement, et également la cité des abeilles, cet amphithéâtre des abeilles. Et tout ce petit monde existe avec bénéfice. Et c'est là que ça devient très intéressant pour une réflexion contemporaine sur l'évolution de l'agriculture et de l'apiculture en particulier. C'est que, en fait,
dans ces montagnes qui sont assez pauvres au demeurant, hein, ce n'est pas du tout la richesse de la Bourgogne ou de la Champagne au niveau agricole, on est plus dans un contexte agricole qui ressemble à celui de la Corse. En fait, le rucher, c'était le poumon de richesse de la ferme. C'est ce qui permettait en fait d'avoir une nourriture à l'époque de grande valeur. Jusqu'en 1936 environ, c'est-à-dire jusqu'à vraiment l'accélération de l'industrialisation de l'agriculture et de l'apiculture en particulier, le miel a la même valeur qu'il a encore aujourd'hui dans le monde arabe, c'est-à-dire bien au-delà de ce que vous pouvez le payer aujourd'hui. C'est un aliment qui est un aliment des banquets. On le trouve dans les hôtels de cure, mais on ne le trouve pas sur la table des auberges ordinaires. Et en fait, ce type de ruchetron nous interpelle aussi beaucoup par le projet architectural qui constitue. C'est le travail, à n'en pas douter, de plusieurs générations. Parfois, lorsqu'on a la chance de retrouver les archives, on s'aperçoit que ces ensembles se construisent sur 3 à 4 siècles. D'autant plus qu'il faut imaginer qu'à l'époque, tout ça se fait à la main. Modeler la montagne, ça se fait avec des outils manuels. Les troncs sont creusés évidemment aussi avec des outils manuels. On charrie ces lourdes pierres de carrières avoisinantes, mais qui sont quand même parfois des dizaines de kilomètres. Tout ça a un coût énergétique. On en parle aujourd'hui du coût énergétique. Nos ancêtres ne polluaient pas, mais de l'énergie, ils en dépensaient beaucoup aussi pour construire cela. Et ça ne pouvait s'inscrire que dans une pérennité, dans une durée. Et on parle beaucoup de développement durable, mais là, on était véritablement dans une apiculture durable avant la lettre et dans un ensemble qu'on dira aujourd'hui agroculturel durable, qui bien sûr est fort différent aujourd'hui pour de multiples raisons. Et une des raisons, et c'est des raisons au pluriel, c'est le nombre des facteurs évolutifs. C'est-à-dire qu'auparavant, on était dans une stabilité climatique, on était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, on était dans une stabilité sanitaire qui n'existe plus du tout, comme dans beaucoup d'espèces, malheureusement, il y a des bouleversements dans le domaine des pathologies qui sont étroitement liés à l'évolution des pratiques, c'est-à-dire au fait que très clairement, on a modifié les milieux en introduisant des espèces, et que ce soit dans le domaine végétal comme animal, ça a été une source de bouleversement et d'instabilité, de fragilité, qui bien sûr nous éloigne du simple, et c'est ce qui est dommageable, car quand vous avez une forte stabilité, vous avez moins de problèmes, vous n'êtes pas obligé de recourir à des solutions techniques sophistiquées, qui vont forcément être un obstacle aux pratiques, puisqu'elles vont les rendre plus complexes. Il va falloir maîtriser ces techniques, il va falloir être capable d'acquérir des médicaments vétérinaires, etc., etc. Voilà. On est passé en gros d'un univers où le miel coulait de source à un univers où les sources ont tendance à se tarir. Et c'est en fait dans ce contexte-là que vous avez croisé la route de l'abeille noire hein, au début des années 2000. C'est ça. Et j'aimerais maintenant que vous nous parliez justement de la vallée de l'abeille noire et de ce très beau projet de défense et de protection de l'abeille noire dans les Cévennes, ce conservatoire que vous avez créé. Si vous pouvez nous parler de ce conservatoire. Initialement, j'ai toujours été fasciné par l'image et mon métier, c'était de faire des films. À une période de ma vie, je faisais pas mal de films, non pas d'animalier, mais sur l'interaction entre le travail scientifique et l'animal. Voilà, c'était un peu particulier, mais c'était toujours très près des animaux. Et un jour, j'ai eu l'occasion de tourner un film sur cette tradition des ruchetrons qui était encore
très présente dans la mémoire d'un vieux monsieur qui aujourd'hui a 104 ans. À l'époque, il n'en avait que 85, mais il était très très vaillant et il tenait à transmettre la mémoire qu'il portait de cette culture des ruchetrons. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir tourner ce qu'on appelle un documentaire ethnographique. Attendez par là un film fauché parmi d'autres, mais dans une totale liberté. Ce qui est très important quand on aime faire des films, c'est aussi d'avoir les moyens de faire ce qu'on veut, sans être tributaire d'impératifs dictés euh, par la hiérarchie. Voilà, c'est ce qu'on appelle du cinéma d'auteur. En France, on a la chance encore de pouvoir faire ce type de cinéma. C'était Toto le Némato, c'était celui-là? Alors non, ça Non, c'était pas c'était celui-là. L'Arbre aux abeilles. Ah, c'était L'Arbre aux abeilles. L'Arbre aux abeilles, qui est un film que vous pouvez voir en streaming gratuitement sur Internet. Vous cherchez film L'Arbre aux abeilles, vous pourrez le voir. Où la fin n'est pas très d'actualité, mais tout l'essentiel du film demeure très intéressant. C'est le témoignage de ce vieux monsieur qui parle pas seulement d'abeilles, mais de cette interaction des abeilles et des hommes dans ce modèle de domiciliation. Et en fait, ce modèle-là, que nous travaillons à entretenir aujourd'hui pour la mémoire, pour transmettre la mémoire de cette pratique culturelle, et évidemment n'est pas du tout adapté aux multiples obstacles que l'abeille rencontre aujourd'hui. Hein. Donc là, ce sont des ruches que nous entretenons avec des abeilles, que nous repeuplons, nous fabriquons. Vous voyez, la ruche au milieu, là, est plus claire. C'est une ruche qui a été fabriquée récemment, mais dans un rucher qui est au demeurant à 3 siècles d'existence. Mais c'est bien évidemment un peu de l'ordre de la muséographie, de ce qu'on fait au musée des vins de Champagne et de l'archéologie régionale. C'est pour transmettre une conscience de ce qu'était la relation des hommes et des abeilles. Et par contre, nous travaillons avec le Muséum d'histoire naturelle, notamment dans cette vallée, à proposer aux gens une découverte de ces pratiques et de ce qu'on peut en faire aujourd'hui avec les contraintes modernes qui nous amènent forcément à utiliser du matériel moderne qui est plus adapté à ce qu'on appelle l'anthropocène et qui est notre réalité aujourd'hui et qui est celle aussi dans laquelle vivent les abeilles que les ruchetrons. Les ruchetrons, c'est une antiquité vivante, c'est un fossile vivant, c'est merveilleux, mais ce n'est pas trop possible, c'est très difficile d'élever des abeilles là-dedans aujourd'hui, et encore plus, et je dirais impossible, de faire du miel. Nous ne récoltons plus de miel dans ces ruches. Nous nous contentons d'y entretenir quelques colonies d'abeilles pour entretenir une certaine mémoire, mais par contre, nous avons travaillé avec des scientifiques et des apiculteurs à créer des expériences d'adaptation de ces méthodes au contexte actuel de vie des abeilles. Et c'est très intéressant, notamment, on revient au banquet des merveilles en ce qui concerne la gastronomie. C'est ce qu'on vous propose. C'est pourquoi nous vous proposons de goûter cet hydromel issu de ces méthodes, qui reprend aussi une très vieille pratique, puisque l'idée, c'est pas simplement de conserver une abeille, mais c'est une relation de l'être humain avec les abeilles. On n'est pas dans une démarche purement zootechnique, mais plutôt ethnozoologique, c'est-à-dire qui combine l'étude de l'exploration de la société humaine dans son interaction avec les animaux. C'est typiquement une des activités du Muséum national d'histoire naturelle. Et donc là, nous avons développé tout un parcours à partir dans cette vallée sur différents ruchers qui reprennent de manière assez exemplaire différentes situations. Il y a des ruchers-troncs qui sont dans la forêt, il y a des ruchers expérimentaux comme ça, avec des abeilles noires dans du matériel moderne, conduites au rythme ancien des ruchers-troncs, et il y a des ruchers qui sont à l'état de vestiges archéologiques, qui ont été écobués. Il faut faire un petit travail d'imagination et d'archéologue pour comprendre comment ça fonctionne. Il y a un rucher que vous avez entreaperçu tout à l'heure qui est complètement imbriqué dans une ferme et qui était, pour ainsi dire,
une des pièces de la ferme. Voilà, ces différentes situations, tout un parcours à ciel ouvert qui est ouvert à tous, qui est financé en grande partie par les pouvoirs publics et qui permet aux citoyens donc de découvrir cette tradition. Et ça se conjugue donc avec l'installation de colonies d'abeilles noires dans cette vallée qui est assez préservée et où on arrive à avoir une relative pureté, entre guillemets, ce mot est très ambigu en réalité, génétique de cette abeille noire, qui au demeurant s'hybride, parce que c'est un animal solaire, aérien, qui se reproduit en l'air. Donc l'homme est totalement incapable de maîtriser complètement sa reproduction. Et dans le droit environnemental allemand et dans le droit allemand, on considère toute abeille mellifère comme animal sauvage, à différence de la France où elle est considérée comme animal domestique. Alors du fait qu'elle est considérée comme animal domestique, évidemment, elle ne bénéficie pas de la protection, par exemple, du CITES, dont bénéficient les autres animaux qui officiellement sont sauvages. Comme c'est un animal qui a une interaction avec la société humaine, elle a basculé au gré des manipulations dont notre espèce excelle beaucoup dans la cuisine législative aussi, c'est devenu un animal domestique. Voilà, donc ça pose un problème. Donc elle est protégée par la SPA. Et oui, voilà, à la limite, mais même pas, parce que c'est quand même pas un animal domestique comme le chien, le chat. On est d'accord. Et c'est surtout un animal où il y a des enjeux agricoles et donc alimentaires autour de cet animal. D'accord. Donc si on résume, c'est à la fois dans ce lieu, c'est à la fois un conservatoire, voilà, de l'abeille noire, et un lieu de sensibilisation, d'éducation. D'accord. C'est très proche d'un musée, en effet. On est sur les mêmes missions. Protège pas la même chose, mais c'est un peu un petit laboratoire à ciel ouvert et c'est un petit musée aussi à ciel ouvert. Et donc on est sur quelle superficie qu'on puisse se représenter? On est sur à peu près une vingtaine de kilomètres. Il y a 4 sites qui s'échelonnent sur une vingtaine de kilomètres dans la toute haute vallée du Tarn. Et on est dans un milieu essentiellement granitique là. D'accord. Et donc vous travaillez avec les pouvoirs publics, avec, je sais pas, avec les écoles, avec des acteurs touristiques pour faire découvrir les parcours. Nous travaillons beaucoup avec l'Office du tourisme, puisque notre région est essentiellement des vallées très peu peuplées. L'intérêt, c'est surtout au niveau de la faune sauvage. Il y a beaucoup de randonnées, il y a un tourisme, ce qu'on appelle un tourisme vert en réalité. Et ça, c'est un peu de culture dans un tourisme vert qui en même temps est relié à la faune. Donc nous travaillons beaucoup avec le département, les communes, la région aussi et l'Europe. Là, on vient de boucler un projet européen sur les différents sites, ce qui nous a permis un peu d'étoffer une petite muséographie sous forme de panneaux qu'on a essayé de faire les plus beaux possibles pour pas trop défigurer le site, et puis aussi de plaquettes qui nous permettent de diffuser les informations clés aux visiteurs. Voilà. Donc c'est un travail de sensibilisation et aussi au niveau de la gastronomie, parce que de formation aussi de jeunes professionnels ou amateurs. Actuellement, on a eu le grand plaisir d'être invité par un centre de formation apicole officiel du Massif central à revoir leur programme d'enseignement pour se distancier un peu des pratiques des années 1970 et se ressourcer auprès de cette tradition pour inventer une apiculture qui exerce le minimum de pression possible sur l'abeille et qui s'orienterait plus vers une alimentation, disons, gastronomique, ce qui bien sûr pose un problème d'évolution globale de l'alimentation dans notre société. Pour le moment, on en est encore à essayer, pour la majorité, de trouver des nourritures qui ne nous intoxiquent pas, ce qui est déjà pas mal. Mais l'idéal, c'est quand même que tout le monde ait accès à la gastronomie, que le banquet des merveilles soit celui de tous les citoyens. Ça, c'est mon point de vue. Mais c'était aussi celui de Charles Fourier. Et c'est aussi écrit dans l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'humain de 1948, que je vous invite à relire. Il est écrit noir sur blanc que tout être humain a droit à
des conditions de vie qui garantissent sa santé et son bien-être, notamment dans le registre de l'alimentation. Et la santé et le bien-être, sont les plaisirs de la table. Et alors, c'était intéressant là, l'exemple que vous avez donné du centre de formation à Clermont-Ferrand. Moi, j'en ai souvent parlé avec des vignerons, parce qu'il y a la même chose dans les établissements d'enseignement supérieur, d'enseignement viticole. On voit bien que les programmes de formation, ils mettent du temps Oui. à, à s'adapter aux enjeux et à faire évoluer le discours, alors que beaucoup de vignerons, eux, ont fait évoluer leurs pratiques ces dernières années. Oui. Et vous, par rapport à ça, depuis une vingtaine d'années, est-ce que vous voyez justement une évolution dans la façon de penser et de transmettre les... Je vais vous raconter une paire d'anecdotes, parce que finalement, c'est souvent rigolo les anecdotes, et puis ça illustre bien la situation. J'avais des amis dans le vignoble de Cornas, et un jour on faisait un événement gastronomique, et il y avait plusieurs chefs. Alors, l'ancien chef de l'Élysée, qui avait exercé sur 4 présidents de la République différents, et le jeune chef, très sympathique. Il vient voir notre miel, il le goûte, il dit vraiment, il est étonnant, vraiment surprenant, extraordinaire, etc. Bon, je dis, si vous voulez, ce serait avec plaisir qu'on peut fournir à l'Élysée un peu de miel, si ça vous fait plaisir. Il me dit, c'est pas la peine, nous avons nos ruches dans le jardin de l'Élysée. Alors, je propose qu'il fasse la même chose avec le vin, qu'il plante il aura du vin de l'Élysée, et qu'on évacue toutes les autres bouteilles, qu'on les distribue aux Parisiens. Mais bon, voilà, là, ça illustre clairement qu'il n'y a pas du tout dans le miel, pour l'instant encore, la culture de gastronomie qu'il y a dans le vin, pour le plus grand bonheur de la Champagne et de la Bourgogne aussi, et de bien d'autres régions de France. En fait, le vin est très intéressant, l'histoire de la viticulture et de l'évolution aussi que vous évoquez, contemporaine, du vin, qui est très intéressante. Et en fait, pour le miel, on en est au balbutiement. On est au balbutiement de l'invention d'une gastronomie du miel, et bien sûr, on s'y emploie activement. Et je peux dire, en revanche, qu'on a aussi actuellement de très très bons rapports avec de jeunes chefs étoilés, qui sont un peu les explorateurs de cette nouvelle gastronomie du miel, qui sont des acteurs importants, parce que c'est eux qui ont la latitude d'expérimenter des choses innovantes dans ce domaine, et qui sont à même aussi de redonner une certaine valeur à cet aliment merveilleux qui, du temps des Grecs, avait une valeur extraordinaire, du temps des Celtes également, hein, puisque par exemple de l'hydromel, on a dans la plus belle, vous avez lu le livre de Fanette Laubenheimer, Boire en Gaule, qui est un merveilleux petit livre des éditions du CNRS. La plus belle trouvaille en matière d'hydromel, c'est dans la tombe d'un roi gaulois qui a été exploré en Allemagne, qui a été fouillé en Allemagne. On a trouvé un chaudron de 500 litres d'hydromel dans la tombe. Et l'analyse archéologique a montré que cet hydromel avait été élaboré avec du miel local de Germanie, mais pas que, avec du miel qui était mélangé avec du miel italien. Voilà. Donc on voit qu'il y avait vraiment de la recherche pour élaborer ce breuvage, et on avait pris soin d'en mettre là aussi une bonne dose, alors pas pour les lunes de miel, mais pour les lunes de mort du roi défunt, pour qu'il puisse traverser l'éternité sur son lit de cuivre, ayant à côté de lui une bonne réserve d'hydromel. Et le miel avait cette valeur également très très importante dans le monde mérovingien. Le vol de ruche était puni de mort, un peu comme le vol des chevaux au Far West. Ouais. Alors, si vous me permettez d'employer ce terme, est-ce que vous avez essaimé justement avec votre conservatoire? Est-ce qu'il y a d'autres lieux, que ce soit sur le territoire national ou européen, de protection de l'abeille noire? Oui. En fait, vous savez, on invente, on n'est jamais totalement précurseur. On ne fait jamais qu'exprimer des choses qui sont, pour ainsi dire, dans l'air, que ce soit en sciences ou dans les arts. Les choses apparaissent à divers endroits. Et en France, dans différentes régions de France, il y a des associations
moi-même, je ne suis que porte-parole de cette association. J'étais un peu fondateur, mais c'est un travail collectif à partir de choses qui existent déjà. On fait juste que transmettre en quelque sorte et réactualiser. Et donc, il y a d'autres personnes qui font ça, par exemple sur l'île de Groix, par exemple aussi en Savoie. Et actuellement, nous avons quand même une spécificité en France. Nous avons créé une fédération. Nous avons voulu créer une fédération de l'abeille noire, persuadés que nous sommes, que les territoires sont divers, qu'il faut nous écarter de notre sacro-saint modèle jacobin si on veut faire de l'écologie, parce que jacobinisme et écologie, centralisme et écologie, quelque part, c'est pas l'esprit fédératif, la culture de la diversité est beaucoup plus appropriée à tenir compte de la diversité culturelle que j'évoque un peu dans le livre là, qui fait que par exemple sur l'île de Groix, c'est pas du tout la même configuration que dans les Cévennes. Sur l'île de Groix, il n'y a pas cette tradition antique. Par contre, il y a un isolement prodigieux qui fait qu'il y a des populations archaïques d'abeilles noires qui n'ont pas du tout été hybridées, alors que dans les Cévennes, nous sommes venus la plateforme de l'apiculture moderne. Les parcs régionaux, il faut le savoir, et les parcs nationaux en France, il n'y a aucune politique de protection des insectes actuellement en place, malheureusement. C'est un cours d'étude, mais d'ici que ce soit décidé, on ne sait pas ce qui peut se passer. Au Portugal, vous avez des parcs, un parc national où la transhumance, c'est-à-dire le fait d'apporter de manière saisonnière des populations d'abeilles, est totalement interdit. On ne va pas vous interdire d'avoir une abeille bleue, jaune ou verte, mais on va interdire de déplacer des abeilles et de faire éruption avec des camions entiers chargés d'abeilles dans un milieu où déjà les insectes du milieu ont du mal à survivre. Vous voyez, malheureusement en France, on est totalement en retard sur ce plan-là. Et donc, nous, on est très exposés à l'hybridation. Vous voyez, pour donner une image de la diversité. Et donc, on a voulu créer cela. Et surtout, nous sommes soucieux d'intégrer cette dimension ethnozoologique dans la conservation de l'abeille noire, c'est-à-dire en fait culturelle. D'intégrer ça comme élément très très important et de ne pas sombrer dans ce qu'on appelle aujourd'hui en sociologie le technosolutionnisme. Alors, le technosolutionnisme, c'est dire réchauffement climatique, pas grave, on pulvérise de l'aluminium dans la stratosphère, il n'y aura plus de problème. Non, c'est le technosolutionnisme, on peut aussi envisager pour les animaux, c'est de, par exemple, reconstituer une population. On n'a plus d'abeilles noires, alors on va aller chercher des abeilles noires en Russie, un peu en Pologne, un peu en Scandinavie, un peu dans les Cévennes, et on va fabriquer, nous, êtres humains, qui aimons bien nous remplacer Dieu le Père, l'abeille noire idéale, de toutes pièces. Mais ce n'est pas une abeille qui aura coévolué avec le milieu, et surtout, c'est catastrophique pour la biodiversité, parce que la biodiversité, c'est lié justement à la diversité des écotypes. Alors, là encore, merci. Le vin, on le sait, avec le vin, avec notre culture du vin en France, on sait à quel point un cépage va s'exprimer différemment sur tel ou tel terroir. Et les plantes, c'est pareil, et les animaux aussi. Donc il y a des processus adaptatifs qui sont à la base même de la construction de la biodiversité, que ce soit y compris dans notre espèce humaine. Et alors, très concrètement, quand on est consommateur de miel, comment fait-on? Est-ce qu'il y a des labels pour aller choisir un miel voilà, qui est issu d'une apiculture respectueuse de l'animal? Je crois que le meilleur des labels est la conscience humaine et la curiosité qu'on peut avoir à aller découvrir des vignerons ou des apiculteurs, voir qui ils sont, comment ils travaillent, quelle est la relation qu'ils entretiennent avec le sol ou avec l'abeille, et à partir de là, de se forger son propre jugement. Alors, c'est un peu un luxe, bien sûr, mais c'est néanmoins aussi les limites de la distanciation que nous avons, nous, citoyens du XXIe siècle, par rapport à la nature, c'est que ça devient de nouveau une aventure incroyable de trouver de la nourriture de qualité. Ça l'était à la préhistoire, trouver sa nourriture, c'était une sacrée aventure, mais de nos jours, trouver une bonne nourriture, ce n'est pas si facile que ça. Il faut prendre son bâton de pèlerin, aller visiter les vignobles, les ruchers,
Et c'est comme ça que je pense que malheureusement, nous avons la capacité, nous, êtres humains, de détourner les meilleures lois et les meilleurs labels et d'en faire n'importe quoi. Donc, je vous conseillerais plutôt de faire, de- D'aller rencontrer l'apiculteur pour voir d'aller à comment il la rencontre travaille. des Ouais. agriculteurs. C'est passionnant et puis c'est très enrichissant et puis ça recrée, en fait, je crois que cette fameuse domicilialisation des abeilles qui nous fascine tant, en fait, c'est un travail, un modèle très intéressant à opérer avec l'ensemble du vivant, pas seulement vis-à-vis des abeilles, mais il faut quelque part, notre, nous avons intérêt à nous redomiciliser sur la planète Terre, globalement. Et je voulais en profiter pour faire une incise, juste dire un petit mot sur cette collection d'Actes Sud. Oui. Que moi, j'ai découvert cette collection voilà, à l'occasion de cette exposition et voilà, en découvrant votre travail. Donc, ça s'appelle Monde sauvage. Et en fait, c'est très intéressant parce que c'est des exemples très concrets. Alors, ça peut être des animaux. Hein. Je crois qu'il y a le renard, il y a l'ours polaire, Cachalot. le cachalot, ça peut être également le chêne. Voilà, donc on part d'exemples très concrets au sein de la faune et de la flore, et on montre en fait à chaque fois, un auteur montre comment, avec cet exemple-là, comment l'homme finalement, l'impact de l'homme ces dernières décennies, ces derniers siècles, l'impact sur la biodiversité, et comment à partir d'un animal, on peut raconter finalement l'histoire de ces écosystèmes et l'histoire de cette interaction entre l'homme et la nature. Et c'est vrai que en plus c'est très beau parce que chaque couverture c'est une couleur différente. Donc en fait ça fait très beau dans la bibliothèque. C'est aussi l'esthétique de la bibliothèque. Donc je vous invite vraiment à découvrir. Alors l'ouvrage d'Ivelli est en vente à la boutique du musée, pas les autres ouvrages de la collection, mais dans une très bonne librairie sparnassienne vous les retrouverez. Et pour moi c'était une découverte l'été dernier, et vraiment j'invite parce que voilà, on part d'un animal et finalement on raconte l'histoire de cette planète et de l'impact de l'activité humaine sur cette planète. Si j'ai à peu près, j'ai essayé de résumer. Si Oui, oui, voilà. tout à fait, c'est l'enjeu. Mm. Et avec aussi cette tonalité d'expérience vécue. C'est-à-dire qu'en fait, l'écrivain, qui est le narrateur, est aussi une personne qui vit, comme moi, avec des abeilles depuis pas mal de temps. On partage cette intimité avec cette problématique. C'est pas abstrait, on ne va pas chercher les informations sur Wikipédia pour et les mettre à la sauce littéraire. C'est des expériences vécues, donc c'est forcément plein d'histoires, d'anecdotes. Et c'était un peu le parti pris aussi de en quelque sorte, vulgariser au départ. Au départ, c'était très scientifique. Hein. Moi, je suis un peu, bon, je fais du cinéma, du film scientifique, mais je ne suis pas scientifique à la base. Je fais des études de philo plutôt allemande. Je n'étais pas du tout scientifique. Donc, elle s'ouvre à de plus en plus d'acteurs, mais le principe, c'est cela, c'est d'être en réalité dans une intimité avec un végétal ou un animal et d'avoir une expérience pratique. Ça, on rejoint la démarche scientifique de nombreuses années, ce qui fait que du coup, on a des histoires à raconter. Parce que l'enjeu, j'ai eu l'occasion d'animer un débat dans une librairie avec Stéphane Durand, qui est le directeur de la collection et un ami. Il disait, c'était aussi essayer de s'inspirer du modèle anglo-saxon où il existe toutes sortes surtout américain, où il existe toutes sortes de littérature de cet ordre qui raconte en fait une exploration du vivant par des scientifiques, mais dans des termes très vivants, pas du tout secs, pas du tout abstraits. Parce que souvent, malheureusement, en France, on a une pesanteur cartésienne très 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 forte. Hein. Et il faut surtout pas mettre de sentiments dans les sciences, sinon on passe pour un fumiste quand on est un scientifique, si on se permet d'exprimer des sentiments. Et là, bon, ben, c'est un peu une forme de coming out, comme disent les homosexuels, d'oser des sentiments qui n'ont pas pignon sur rue. En science, c'est très mal vu de parler de sentiments, de laisser transparaître une sensibilité au vivant. Il faut être dans des camemberts, des statistiques, dans la tradition scientifique française. Et là, c'était un peu une brèche. Et ce qui est réjouissant, et là, on va rejoindre le banquet des merveilles de nouveau, c'est que c'est une collection qui a énormément de succès dans les écoles d'art, aux beaux-arts
Ils sont vraiment fans de toute la C'est-à-dire collection. qu'en fait, ils s'inspirent, c'est une source Oui, d'inspiration pour. oui, D'accord, je crois que le vase qui est là-haut avec des abeilles, on est un qui a témoin. été euh, modelé en partie par les abeilles, en est un témoin. Il y a une grande fascination des jeunes créateurs euh, pour le vivant, ces expressions florales et animales. Et je disais, alors, j'ai eu le plaisir, j'étais à Paris quelques jours, de visiter la manufacture des Gobelins. Et si vous avez l'occasion, il y a une merveilleuse exposition en ce moment de jeunes artistes qui utilisent la tapisserie, mais d'autres supports aussi. Et c'est très inspiré J'ai vu les du monde photos, je animal. confirme, ça a l'air d'être une très belle expo. Elle n'est pas très grande, pas très. On n'y passe pas 4 heures, mais c'est franchement Mm. rafraîchissant. Et on voit que en fait, cette fascination des artistes pour l'animal, le floral, bon, qui transparaît aussi d'ailleurs dans les décorations ici, ben, elle a toujours plus ou moins existé, plus intensément à certaines époques comme la Renaissance ou l'Art Nouveau. Mais actuellement, je crois qu'elle revient très fort Mm. et aussi avec des audaces, des stratagèmes, hein, comme ce vase-là d'un créateur polonais là, Oui, tout à dans fait. l'exposition. Oui, tout à fait. On voit une Mm. audace aussi d'ouvrir des Mm. portes nouvelles, des fenêtres. Ça, Bien. c'est bien. Non, vous parlez très bien de l'exposition. Vous en faites une très belle promotion. J'ai Profitez-en. Il n'y a plus que j'ai 3 jours avant la fermeture de l'expo. eu grand plaisir à collaborer un tout petit peu au catalogue Tout à fait. avec Tout à fait. Benjamin Loyauté. C'était Tout à fait. beau Et alors le moment de bilan, travail. après presque 25 ans de combat pour Alors, protéger, défendre l'abeille noire et créer ce réseau national européen. alors le grand bonheur, c'est de voir que déjà, il y a de plus en plus d'enfants qui mangent du miel et de plus en plus de parents qui sont à la recherche de bon miel pour leurs enfants. Alors, ce que j'appellerais ça tout simplement du miel d'abeille, c'est-à-dire du miel tel que les abeilles le font pour elles-mêmes, avec le minimum d'intervention humaine. Mais toutefois, bien sûr, aussi des interventions. Et là, je ferai vous savez, Luther, Martin Luther disait il faut traduire. Alors lui, il avait traduit la Bible, c'était un grand chantier humaniste de l'époque. Quand on traduit, il faut s'éloigner du texte le moins possible, mais autant que nécessaire. Et vis-à-vis des animaux aujourd'hui qui sont dans des situations délicates, notamment les insectes, il faut parfois intervenir, mais le moins possible et autant que nécessaire. Alors voilà, je prends un peu le précepte de Luther pour la traduction. J'ai pas mal traduit d'ouvrages, c'est pour ça que j'ai toujours eu ce phare s'éloigner autant que nécessaire du texte d'origine, mais le moins possible pour rester le plus fidèle possible. Et avec les abeilles, c'est ça. Et là, ça donne ce que j'appellerais du miel d'abeille. Et ça, on peut le découvrir uniquement, je crois, en fréquentant les apiculteurs. Il n'est pas facile à discerner dans les magasins. Mais après, par contre, au goût, oui. Si on trouve on peut, je pense, tout simplement par le goût, aussi comme pour le vin, l'expérience organoleptique, parfois ne trompe pas. C'est comme quand on n'a pas besoin d'être musicien pour apprécier une belle musique, sentir le charme. Et c'est pareil, le miel en goûtant aussi. C'est pour ça qu'on a créé ce lieu là aussi que vous voyez en photo avec le chat, qui est un lieu de dégustation dans le village. Et c'est un peu un lieu d'évangélisation aussi pour notre cause de l'apiculture naturelle. On discute, on fait goûter un tout petit peu de miel, puis on parle pendant beaucoup de temps. C'est les bénévoles de l'association qui se relaient pour vous accueillir là. Et voilà, là, ça c'est un rucher moderne, vous voyez, mais alors, qui reprend le principe d'élevage des ruches sauterelles, c'est-à-dire qu'on installe les ruches le plus possible, le plus proche possible du minéral, si possible à l'abri de murs. Et puis, surtout, on fait en sorte qu'elles soient le plus tranquilles possible. Et ça signifie, par exemple, dans le contexte actuel où il y a une pénurie de fleurs, parce que les artistes de l'Art Nouveau auraient été, je pense, très malheureux de voir que dans les campagnes françaises, actuellement, il y a beaucoup moins de fleurs que de leur temps. On espace les ruches au maximum pour qu'elles ne soient pas stressées. Et voilà. Et bien évidemment, on ne les bouge jamais.
on n'intervient pas dans la reproduction, on laisse les abeilles se reproduire elles-mêmes. On accompagne la reproduction naturelle, mais on ne la provoque pas et on ne cherche surtout pas à la canaliser. Ce qui fait qu'on va avoir des ruches, vous voyez, où il y a beaucoup d'étages, où il va y avoir beaucoup de miel, et d'autres, il n'y en a pas du tout. Et on va avoir, comme dans une classe de l'école primaire, on va avoir des brillants qui feront peut-être les ponts et chaussées, polytechniques, mais on va avoir aussi des gars qui pourront pas aller très loin, parce que c'est pas leur capacité, ils ont d'autres qualités. Et donc c'est ça la biodiversité aussi, c'est la diversité des populations, de la libre expression du patrimoine génétique, qui est un héritage, qui n'est pas culturel, mais qui est une forme d'héritage. Et voilà. Donc on peut être optimiste. Et alors, on peut être optimiste parce qu'il y a aussi de plus en plus de jeunes qui viennent vers nous et qui sont demandeurs de savoir-faire pour s'orienter dans ce canal-là. On peut être optimiste aussi dans la culture de ces jeunes chefs étoilés, ou pas étoilés d'ailleurs, hein, mais qui font tout simplement un travail sensible au niveau de la cuisine et qui recherchent ce qu'on appelle la naturalité des produits. Ils formulent ça comme ça. Je n'aime pas trop le mot produit parce que ça sent un peu l'usine. Mais bon, la naturalité. La naturalité, cette naturalité, moi, que je trouve d'autant plus subjugante dans l'art nouveau, qu'elle s'inscrit dans une période d'expansion industrielle complète de notre société, comme une espèce de besoin de contraste, de jardin secret, d'offrir en l'occurrence, c'était beaucoup les classes privilégiées qui avaient ce jardin secret. Mais bon, c'est l'expression d'un besoin fondamental dans la nature et la culture humaine, cette naturalité. Et ça revient très très fort. Dans la gastronomie, on a connu la cuisine moléculaire. À l'époque de Giscard d'Estaing, c'était très à la mode. Et maintenant, à l'inverse, on en revient à des choses qui sont très 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 intéressantes parce qu'elles se relient aussi beaucoup avec des gastronomies traditionnelles de pays comme le Japon. Je trouve ça très très fascinant. Merci. Yves, ce que je voulais vous proposer, c'est peut-être qu'on continue cette conversation et l'échange avec vous tous autour d'un verre d'hydromel. Voilà. En tout cas, ce que je voulais vous remercier. Avec plaisir. Voilà, d'être venu jusqu'en Champagne. Peut-être que la prochaine fois que vous viendrez, il y aura des ruches dans le parc du Château-Perrier. Oui. J'aimerais bien qu'il y ait des vignes, moi, à titre personnel, mais bon, on verra si on peut travailler sur des vignes expérimentales. En tout cas, vous remercier, et c'est vrai que ça fait du bien de vous entendre. Voilà, de voir comment on peut essayer de se reconnecter avec cette nature, ce qu'on a essayé de proposer avec cette exposition. Et c'est vrai que je pense qu'on sent tous aujourd'hui ces enjeux et ce besoin de se reconnecter avec cette faune, cette flore dont on s'est un peu, dont on a plus utilisé, pas toujours à bon escient. Voilà. Oui. En fait, c'est toujours aussi pour nous un plaisir de partager, comme pour vous dans votre métier, les œuvres d'art. Ben, nous, c'est de partager un peu ce patrimoine, finalement, qui nous a permis de regarder autrement l'apiculture, parce qu'avant de découvrir ça, cette tradition, j'avais, comme beaucoup, l'image de l'apiculture qu'on veut bien nous donner dans les manuels, dans les centres de formation, et on nous embarque dans ce contexte-là, parfois très 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 loin de la biologie des animaux. Et voilà. Donc peut-être qu'on est en train à quelques-uns là, à essayer d'inventer peu à peu ce qu'on pourrait appeler une apiculture nature, comme il y a eu les vins nature, mais ça ressemble un peu à ça globalement. Très bien, on va aller goûter cet hydromel. Alors, oui, si vous voulez. Vous savez qu'on va faire preuve de tolérance en Champagne oui. avec cet hydromel. Vous m'avez expliqué, qui a été élaboré à partir de la méthode ancestrale. Voilà. Donc, en tant que champenois, on va accepter cette méthode pour l'hydromel, même si elle est loin de la méthode traditionnelle pour élaborer les champagnes. Mais écoutez, c'est beaucoup d'honneur pour moi de vous faire goûter cette boisson ancestrale-là, dans cette maison très liée à l'histoire du champagne. Et
pourquoi nous avons mis des bulles? C'est parce qu'en fait, justement, précisément, c'était ma réflexion au départ, que dans notre société, la boisson cérémonielle, pour ainsi dire, qui célèbre les victoires, les baptêmes, les mariages, c'est le champagne, à n'en pas douter. Ou, à minima, un vin pétillant. Autrement dit, des bulles. Et donc, pour redonner, réintroduire l'hydromel dans nos sociétés modernes et avoir un peu ce petit trait d'union avec cet aspect de sacralité, de cérémonial, c'était ça, le choix de faire un hydromel sec, pétillant, qui titre dans les 12 degrés. Bon, qui se rapproche un peu des hydromels qui étaient ceux des cours princières de l'Antiquité, et qui, bien sûr, n'était pas la boisson du peuple, puisque la mise en œuvre est assez coûteuse. Il faut quand même 300 grammes de miel pour 1 litre d'hydromel à 12 degrés. Comme lorsque le miel est bon, il est précieux, il a beaucoup de valeur, sa transformation en boisson alcoolique va forcément être assez coûteuse, de même que, vu le climat, un vin, ne serait-ce que d'Alsace, qui produit beaucoup moins d'hectolitres à l'hectare, va être forcément plus coûteux qu'un vin du Languedoc, des alentours de Béziers. Voilà. Donc c'était les bulles, c'était ça aussi, la petite... je pense que c'est une très bonne manière de finir l'année au musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale, d'autant plus que c'est les Habits de Lumière demain, donc ça va être très festif et féerique. Je voulais peut-être juste vous donner, si vous ne restez pas tous pour la dégustation, mais je pense que vous allez tous rester, quelques informations sur la programmation du musée, la programmation à venir. N'hésitez pas à prendre notre petit flyer qui présente nos activités pendant les vacances scolaires. C'est toujours très inventif, très créatif, notamment une visite spéciale Nouvel An qui vous est proposée le jeudi 4 janvier. Voilà. Je regarde en même temps des ateliers en famille, visite comptée. N'hésitez pas si vous voulez venir avec vos enfants ou petits-enfants. Et puis, je vous donne tout de suite la date de la prochaine conférence. Ça sera le 25 janvier, donc 2024, toujours à 18h30. Et on aura la chance d'accueillir le président de l'INRAP, Dominique Garcia, qui était déjà venu pour une des premières dates lorsqu'on a rouvert le musée, qui viendra là nous présenter son nouvel ouvrage, qui va devenir un ouvrage de référence pour les passionnés d'archéologie, l'Atlas archéologique de la France, donc où des archives archéologiques de la France ont été cartographiées, illustrées. C'est ce que propose cet atlas, qui est le fruit d'un immense travail de plusieurs archéologues depuis plusieurs années. Et on a la chance qu'ils viennent nous parler de cet ouvrage. Et il viendra également le dédicacer, donc le 25 janvier prochain. Voilà. Et pour la suite, l'agenda culturel sort bientôt. Il est sous presse, presque. Voilà, merci Yves. Et puis on va continuer. Voilà.